Ma main tremble un peu en touchant ma joue. La peau est encore sensible. Tendue. Avec une décoloration violacée qui commence à peine à virer au jaune sur les bords. Je suis assis sur un banc en pierre dans le parc de Saint-Cloud. Le froid de l'automne traverse mon manteau et s'infiltre dans mes os. En face de moi, Paris s'étend comme une mer grise et indifférente. La tour Eiffel, à peine visible dans la brume, ressemble à une aiguille plantée dans un ciel malade. C'est un paysage étranger. Un monde qui n'est pas le mien. Dans ma tête, les voix tournent en boucle. D'abord, celle de la concierge, Madame Dubois, pleine d'une pitié mielleuse et fausse. Oh! Mon pauvre monsieur Alain. Je n'aurais jamais cru que Julien puisse faire une chose pareille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ces mots étaient des caresses empoisonnées. Mais la voix qui me hante vraiment, celle qui résonne le plus fort, c'est celle de Sophie. Ma belle-fille. Je la revois dans le couloir. Le visage déformé par des larmes de crocodile. S'agrippant au bras de la concierge. Il a perdu le contrôle. Il a frappé son père. Je ne sais plus quoi faire. Il est tellement stressé en ce moment. Un mensonge. Un mensonge si énorme. Si cruel. Qu'il a suffoqué la vérité avant même qu'elle ait pu prendre une inspiration. Et mon fils, Julien, n'a rien dit. Son silence a été la véritable gifle. Bien plus douloureuse que le contact accidentel de sa main contre mon visage. Comment en sommes-nous arrivés là? Parfois, j'ai l'impression que le fil de ma vie s'est emmêlé si vite que je ne peux plus en retrouver le début. Mais ce n'est pas vrai. Je sais exactement quand tout a commencé. C'était il y a 3 mois. Le jour où j'ai fermé la porte de ma maison en Provence pour la dernière fois. Cette maison, c'était toute ma vie. Une vieille bâtisse en pierre que j'avais rénovée de mes propres mains. Poutre par poutre. Tuile par tuile. Elle sentait le bois de chêne. La lavande du jardin et les souvenirs de Marie. Ma femme. Après sa mort, la maison est devenue trop grande. Trop silencieuse. Chaque pièce me renvoyait son absence. Le fauteuil vide près de la cheminée. Son livre posé sur la table de chevet. Avec le marque-page à l'endroit où elle s'était arrêtée. Le silence était devenu un bruit assourdissant. Julien m'appelait tous les soirs. Papa, tu ne peux pas rester seul là-bas. Viens vivre avec nous à Paris. Pour Chloé. Elle serait si contente d'avoir son grand-père. Et pour nous aussi. Sa voix était pleine d'une inquiétude sincère. Je sais qu'il m'aime. À l'époque, je n'avais aucune raison d'en douter. J'ai résisté pendant des mois. Accroché à mes murs comme un coquillage à son rocher. Mais la solitude, ce lent poison, finissait par gagner. Un matin, en me regardant dans le miroir, je n'ai vu qu'un vieil homme fatigué, aux épaules voûtées par le chagrin. Alors, j'ai cédé. J'ai vendu la maison. Le jour de la signature, j'ai eu l'impression de m'amputer d'une partie de moi-même. J'ai emballé ma vie dans quelques cartons, mes outils de menuisier, les photos de Marie, quelques livres et une petite boîte en bois d'olivier qu'elle m'avait offerte. C'était tout ce qui restait de 50 ans de vie commune. Le voyage en train jusqu'à la gare de Lyon m'a paru interminable. Le paysage défilait. Les champs de lavande et les oliviers laissant place à des plaines monotones. Puis à la grisaille tentaculaire de la banlieue. Julien m'attendait sur le quai. Il m'a pris dans ses bras. Une étreinte forte mais rapide. Comme s'il était pressé. Bienvenue à la maison. Papa. Le mot « maison » sonnait étrangement. Son appartement était au 7e étage d'un immeuble moderne à Boulogne-Billancourt. De grandes baies vitrées.
Des murs blancs impeccables. Des meubles design en verre et en métal. C'était propre. Lumineux. Mais froid. Terriblement froid et impersonnel. On aurait dit un catalogue de décoration. Il n'y avait aucune trace de vie. Aucune imperfection chaleureuse. Rien ne traînait. Tout était à sa place. Calculé. Maîtrisé. Sophie m'a accueilli avec un sourire parfaitement étudié. Alain. Nous sommes si heureux de vous avoir parmi nous. Vous verrez. Vous serez bien ici. Elle m'a fait la bise. Ses joues étaient froides. Elle portait un parfum discret et coûteux qui flottait dans l'air comme une barrière invisible. La seule vraie chaleur dans cet endroit venait de Chloé. Ma petite fille de 6 ans a couru vers moi et s'est jetée dans mes jambes. Papy. Tu es enfin là. Je l'ai soulevée dans mes bras. Son petit corps chaud contre le mien. Ses cheveux sentant le shampoing à la pomme. J'ai enfoui mon visage dans son cou et j'ai respiré. Pour la première fois de la journée, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Elle était la seule raison pour laquelle j'avais fait ce voyage. Pour elle, je pouvais essayer de m'adapter. On m'a installé dans une chambre qui devait servir de bureau. Il y avait un lit convertible, une armoire blanche et une petite fenêtre donnant sur une cour intérieure en béton. C'était fonctionnel. Propre. Silencieux. Julien avait posé mes cartons dans un coin. Installe-toi à ton aise. Papa. Fais comme chez toi. Mais comment faire comme chez soi dans un endroit où rien ne vous appartient? Où rien ne vous ressemble? Les premiers jours furent une période d'observation. J'essayais de me faire le plus discret possible. Je marchais sur la pointe des pieds sur le parquet qui craquait. J'apprenais les règles tacites de la maison. Ne pas laisser de miettes sur le plan de travail. Essuyer la paroi de la douche après chaque utilisation. Ne pas faire de bruit avant 8 heures du matin. Sophie ne disait jamais rien directement. Mais ses regards en disaient long. Un sourcil qui se hausse. Un soupir à peine audible. Un chiffon qu'elle passe ostensiblement sur une trace que j'ai laissée. Mon seul refuge était le temps passé avec Chloé. Je lui racontais des histoires de mon village. Des légendes de Provence avec des fées cachées dans les champs de lavande et des trésors gardés par des cigales géantes. Ses yeux brillaient. Pour elle, j'ai sorti mes outils. Sur un petit coin du balcon, j'ai installé un étau portable. J'ai commencé par lui sculpter un petit oiseau dans une chute de bois de tilleul. Le bruit a commencé à poser problème. Le léger grincement de la scie. Le tapotement du ciseau. C'étaient des sons familiers et réconfortants pour moi. La musique de ma vie. Pour Sophie, c'était une nuisance. Un soir, je l'ai entendu chuchoter à Julien dans la cuisine. Il ne peut pas faire ça ailleurs? Tout le balcon est couvert de copeaux. Et cette odeur de poussière. Julien est venu me voir plus tard. Il était mal à l'aise. Il ne me regardait pas dans les yeux. Papa. Le bruit. Et la poussière. Sophie est un peu maniaque. Tu pourrais peut-être faire ça quand on n'est pas là? J'ai senti une pointe de tristesse. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Mon fils. Pas de problème. À partir de ce jour, je n'ai travaillé le bois que lorsque l'appartement était vide. Comme un voleur. Mon petit coin de balcon est devenu un lieu de plaisir clandestin. Puis il y a eu la nourriture. Un soir, j'ai voulu leur faire plaisir. J'ai cuisiné une daube provençale. La recette de Marie. Une recette qui demande du temps, de l'amour, et une bonne dose d'huile d'olive et d'ail. L'odeur a empli l'appartement. Une odeur riche et chaude qui, pour moi, était le parfum du bonheur. Quand Sophie est rentrée,
Elle a froncé le nez. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? À table. Elle a à peine touché à son assiette. C'est un peu lourd. Non. Alain. Vous devriez faire attention à votre âge. Trop de gras? Ce n'est pas bon pour le cœur. C'était dit sur le ton de la sollicitude. Mais c'était une critique. Julien, lui, a mangé avec appétit. Mais il a dit, c'est délicieux papa. Mais peut-être que Sophie a raison. Il faut faire attention. J'avais l'impression qu'on venait d'insulter la mémoire de ma femme. Je n'ai plus jamais cuisiné pour eux. Lentement, un mur invisible se construisait autour de moi. Un mur fait de sourires polis, de silences gênés et de règles non dites. Julien était pris entre deux feux. Je le voyais rentrer du travail, le visage marqué par la fatigue et le stress. Son cabinet d'architecte lui prenait toute son énergie. Il passait des heures au téléphone, à parler de plans, de permis de construire, de retard de chantier. Quand il était à la maison, il semblait ailleurs. Il voulait bien faire, être un bon fils, un bon mari, un bon père. Mais il n'y avait pas assez d'heures dans une journée. Pas assez d'énergie en lui pour tout le monde. Alors, il choisissait la facilité, la paix à tout prix. Et le prix de cette paix, c'était mon silence, mon effacement. Je me suis mis à passer de plus en plus de temps dans ma chambre. Je lisais. Je regardais par la fenêtre la cour en béton. J'écoutais les bruits de la vie de famille à travers la porte. Comme si j'étais un étranger. Les rires de Chloé. Les conversations tendues entre Julien et Sophie sur l'argent. L'école. Les vacances. Je n'étais plus un acteur de leur vie. J'étais un simple spectateur. Un spectateur silencieux et encombrant. Je me sentais devenir transparent. Parfois, j'entrais dans le salon et ils continuaient leur conversation comme si je n'étais pas là. Ils parlaient de leurs projets, de leurs amis, de leur avenir. Un avenir où je n'avais manifestement pas ma place. Mon avis n'était jamais sollicité. Mes histoires n'intéressaient personne. Sauf Chloé. Et même le temps que je passais avec elle commençait à être réglementé par Sophie. Pas trop de sucreries. Papy. Ça abîme les dents. Ne lui raconte pas d'histoires qui font peur avant de dormir. Laisse-la faire ses devoirs tranquillement. Chaque remarque était une petite pierre ajoutée au mur. Je ne disais rien. À quoi bon? Je ne voulais pas être la source des conflits. Je ne voulais pas que Julien ait à choisir entre sa femme et son père. Alors, j'ai encaissé. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai reculé d'un pas. Puis d'un autre. Bientôt, je me suis retrouvée acculée contre le mur du silence. Le dos froid contre la pierre invisible que j'avais moi-même laissé construire. Je me souviens d'un après-midi particulier. J'étais sur le balcon. Je tenais un morceau de bois d'olivier dans mes mains. Le bois était doux. Veiné de noir. Et il sentait encore un peu le soleil de Provence. Rien qu'en le tenant, je pouvais presque sentir la chaleur sur ma peau. Entendre le chant des cigales. J'ai fermé les yeux. Et pendant une seconde, je n'étais plus à Paris. J'étais chez moi. Dans mon atelier. Marie était dans la cuisine. Je pouvais entendre le bruit de la radio qu'elle écoutait toujours en préparant le dîner. Un sentiment de paix m'a envahi. Quand j'ai rouvert les yeux, mon regard a croisé celui de Sophie à travers la baie vitrée. Elle me fixait. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, ni même de l'agacement. Il y avait quelque chose de pire, de l'indifférence. Comme si elle regardait un meuble qui n'était pas à sa place.
Un objet qui dérangeait l'harmonie parfaite de son intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas seulement un invité. J'étais une anomalie. Une erreur dans son plan de vie parfaitement dessiné. Et les erreurs? Sophie avait l'habitude de les effacer. Le premier vrai choc? La première fissure profonde dans la façade de notre cohabitation forcée? Est arrivée un samedi après-midi. C'était un jour gris. Pluvieux. Un de ces jours qui vous donnent l'impression que la ville entière est en train de rouiller. Sophie avait décidé de faire un grand rangement de printemps. Bien qu'on soit en plein automne. Elle avait une énergie presque frénétique. Ouvrant les placards. Sortant des boîtes. Décrétant ce qui devait être gardé et ce qui devait être jeté. Julien, comme à son habitude, la suivait passivement. Transportant des sacs poubelles avec un air résigné. Je restais dans ma chambre. La porte entr'ouverte. Espérant qu'on m'oublie. Mais elle a fini par arriver à la petite penderie dans le couloir. Près de ma porte. C'est là que j'avais stocké les quelques cartons qui ne rentraient pas dans mon armoire. Elle a commencé à les sortir un par un. En soupirant. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça prend une place folle. Julien a répondu d'une voix lasse. Laisse ça. Chérie. On verra plus tard. C'est les affaires de papa. Justement. A-t-elle répliqué. Sa voix devenant plus sèche. C'est plein de vieilleries. Regarde ça. J'ai entendu le bruit d'un carton qu'on ouvre brutalement. Mon cœur s'est serré. Je savais ce qu'il y avait dedans. Mes vieux outils. Quelques livres de poche aux pages jaunies. Et tout au fond. Enveloppé dans un morceau de velours. La petite boîte en bois d'olivier. On ne peut pas tout garder? Julien. Il faut être pragmatique. Cet appartement n'est pas extensible. Elle a commencé à sortir les objets. Ses outils sont rouillés. Et ses livres. Personne ne les lira. Ça va à la poubelle. Je me suis levée. Une boule d'angoisse dans la gorge. Je voulais lui dire d'arrêter. De ne pas toucher à ça. C'étaient mes souvenirs. Les fragments de ma vie passée. Mais mes pieds semblaient collés au sol. J'ai entendu Julien protester faiblement. Sophie. Attends. On peut trier avec lui. Et passer 3 heures à écouter l'histoire de chaque clou rouillé? Non merci. On n'a pas le temps. Si c'était vraiment important, il ne l'aurait pas laissé dans un carton au fond d'un placard. Sa logique était implacable et cruelle. Elle ne voyait que des objets. Moi. Je voyais des reliques. Et puis. Je l'ai entendu dire la phrase qui a tout fait basculer. Et ça? C'est quoi? Une vieille boîte moche. Allez. À la poubelle. J'ai bondi hors de ma chambre. Non. Ma voix est sortie rauque. Étranglée. Ils se sont tournés vers moi. Surpris. Sophie tenait la boîte en bois d'olivier au-dessus d'un grand sac poubelle noir. Mes yeux se sont rivés sur l'objet. Je pouvais voir les veines du bois. Le petit fermoir en laiton que j'avais moi-même réparé des années auparavant. À l'intérieur, il y avait les dernières lettres que Marie m'avait écrites. Depuis son lit d'hôpital. Des mots d'amour, de courage et d'adieu. C'était la chose la plus précieuse que je possédais. Ne touchez pas à ça. Ai-je répété. Plus doucement cette fois. En m'approchant. Sophie a eu un mouvement de recul. Presque offensée. Oh. Pardon. Je ne savais pas que cette chose avait de la valeur. Elle traînait au fond d'un carton. Elle a posé la boîte sur une étagère avec un geste brusque. Comme si elle était contaminée. L'incident était clos pour elle.
Mais pour moi, une blessure venait de s'ouvrir. Ce n'était pas seulement une boîte. Elle venait de qualifier ma vie. Mes souvenirs les plus intimes. De vieilleries et de choses moches. Elle venait de me signifier, sans le moindre doute, que mon passé n'avait aucune place dans son présent. Le silence qui a suivi était lourd, épais. Julien se tenait là, incapable de dire un mot. Le visage blême. Il savait. Il connaissait l'importance de cette boîte. Il avait vu sa mère l'offrir à son père pour leurs 30 ans de mariage. Il n'a rien dit. Il n'a pas défendu ma mémoire, ni la sienne. Plus tard dans la soirée, il est venu frapper à ma porte. J'étais assis sur mon lit, tenant la boîte entre mes mains, comme pour la protéger. Il est resté sur le seuil. Papa. Je suis désolée. Sophie ne voulait pas, elle est juste très stressée en ce moment avec son travail. Des excuses. Toujours des excuses pour elle. Ce n'est rien. Julien. Ai-je menti? Je ne voulais pas le forcer à prendre parti. Je voyais bien qu'il était déchiré. Je vais lui parler? A-t-il promis? Mais sa promesse sonnait creux. Je savais qu'il ne le ferait pas. Ou s'il le faisait, ce serait avec des mots si prudents qu'ils n'auraient aucun impact. Il avait peur des conflits. Peur des scènes. Peur de sa propre femme. Et sa peur était en train de nous détruire. À partir de ce jour, j'ai senti que Sophie me voyait différemment. Non plus comme un simple fardeau, mais comme un adversaire. Ma simple présence était un reproche silencieux à son mode de vie. À ses valeurs. Mes habitudes, forgées par des décennies d'une vie simple, entraient en collision frontale avec son monde de performance, d'apparence et de contrôle. Elle a commencé une guerre d'usure, une campagne de micro-agressions quotidiennes. Si je laissais mon journal sur la table du salon, elle le déplaçait immédiatement sur mon lit. Si j'oubliais d'éteindre la lumière dans le couloir, elle soupirait assez fort pour que je l'entende depuis ma chambre. Elle commentait tout ce que Chloé me racontait. Papy t'a dit ça? Oh. C'est une vieille histoire? Ma chérie. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Elle sapait mon autorité, ma légitimité en tant que grand-père, me réduisant au rôle de baby-sitter toléré, mais sous surveillance. Chloé elle-même a commencé à sentir la tension. Elle devenait plus silencieuse, plus observatrice. Parfois, elle venait s'asseoir à côté de moi sans rien dire, posant simplement sa petite tête sur mon bras. Elle me tendait une de ses poupées. Et nous jouions en silence, créant notre propre bulle de paix au milieu du champ de bataille domestique. C'était notre résistance. Un soir, alors que je l'abordais, elle m'a demandé à voix basse, « Papy, pourquoi maman n'est pas gentille avec toi ?» La question d'un enfant. Si directe. Si désarmante. J'ai senti mon cœur se briser un peu plus. Qu'est-ce que je pouvais répondre? La vérité? Parce que ta mère est une femme froide et calculatrice qui ne me supporte pas. Impossible. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas détruire l'image de sa mère. Alors, j'ai menti. Comme je le faisais si souvent. Mais si. Ma chérie. Maman est très gentille. Elle est juste très fatiguée. Son travail lui demande beaucoup d'énergie. Chloé n'a pas semblé convaincue. Elle a froncé ses petits sourcils. Mais toi aussi tu es fatigué? Papy. Je le vois dans tes yeux. Elle avait raison. J'étais épuisée. Pas physiquement, mais mentalement. Épuisée de marcher sur des œufs, de surveiller chacun de mes gestes,
Chacune de mes paroles. Épuisée de me sentir jugée en permanence. Épuisée de voir mon fils s'éloigner de moi. Absorbée par une vie qui ne me laissait aucune place. La distance entre Julien et moi grandissait de jour en jour. Nos conversations se limitaient à des banalités. Tu as bien dormi? Il fait froid aujourd'hui. Le dîner est prêt. Nous ne parlions plus jamais du passé, ni de l'avenir. Nous étions deux étrangers partageant le même sang, vivant sous le même toit. Il évitait mon regard, comme s'il avait honte. Honte de son impuissance, honte de ce qu'il me laissait subir. Et moi? Je ne disais rien pour ne pas ajouter à son fardeau. Mon silence était censé le protéger. Mais en réalité, il nous isolait encore plus. Je trouvais refuge dans de longues promenades. Je prenais le métro et je partais explorer Paris, une ville que je n'avais jamais vraiment connue. Je marchais le long de la Seine. Je m'asseyais dans les jardins du Luxembourg, regardant les enfants jouer et les couples s'embrasser. J'étais anonyme. Invisible. Et pour la première fois, cette invisibilité était un soulagement. Personne ne me jugeait. Personne n'attendait rien de moi. Je n'étais qu'un vieil homme sur un banc public. Une silhouette parmi d'autres. Je pensais souvent à ma maison en Provence. Je la revoyais dans les moindres détails. La glycine qui courait sur la façade. Les volets bleus un peu écaillés. Le bruit de la fontaine dans le village. Je me demandais ce que les nouveaux propriétaires en avaient fait. Avaient-ils gardé le potager que j'avais cultivé avec tant de soin? Avaient-ils repeint les volets? L'idée que ma maison, ma vie, puisse être effacée, repeinte, modifiée par des étrangers me faisait un mal physique. C'était comme si on effaçait mon existence. Et ici, à Paris, c'était la même chose. Sophie, à sa manière, repeignait ma vie aux couleurs de la sienne, effaçant tout ce qui dépassait. Le point de non-retour approchait. Je le sentais. La tension dans l'appartement était palpable. Comme l'air avant un orage. Sophie devenait de plus en plus irritable. Elle se plaignait constamment du manque d'argent, des factures qui s'accumulaient. Chaque discussion financière avec Julien se terminait en dispute. Et de plus en plus souvent, mon nom était mentionné. Pas directement, mais par allusion. Les dépenses ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Si nous n'avions pas une bouche de plus à nourrir, on devrait peut-être revoir notre budget. Certaines choses ne sont plus possibles. Je faisais semblant de ne pas entendre. Je montais le son de la télévision. Je me plongeais dans mon livre. Mais les mots me parvenaient quand même. Des fléchettes empoisonnées qui trouvaient toujours leur cible. Je me sentais coupable. Coupable d'être vieux. Coupable d'être seul. Coupable d'être un fardeau. J'ai commencé à manger moins. À prendre des portions plus petites. Comme pour essayer de coûter moins cher. J'ai arrêté de demander à Julien de m'acheter des petites choses dont j'avais besoin. Un tube de dentifrice. Un nouveau savon. Je préférais m'en passer plutôt que de donner à Sophie une nouvelle raison de se plaindre. Julien, lui, s'enfonçait dans le déni. Il travaillait de plus en plus, rentrait de plus en plus tard. Le bureau était devenu son refuge, un endroit où il n'avait pas à affronter les regards accusateurs de sa femme et le silence douloureux de son père. Quand il était à la maison, il était une ombre. Il dînait en silence, les yeux fixés sur son téléphone, puis s'isolait dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit. Il fuyait sa propre vie. Je savais que cette situation ne pouvait pas durer. Un équilibre si précaire est destiné à se briser. Il suffisait d'un rien, d'un mot de trop, d'un geste maladroit.
Une simple étincelle pour mettre le feu à la poudrière. Et cette étincelle, ce fut un vase. Un stupide vase en céramique, cher et sans âme. Comme tout le reste dans cet appartement. Un vase qui allait devenir le catalyseur de notre destruction. L'orage a finalement éclaté un dimanche soir. Les dimanches étaient les pires jours. L'appartement, habituellement vidé par les obligations professionnelles et scolaires, devenait une cocotte minute où la pression montait inexorablement au fil des heures. Ce jour-là, l'air était particulièrement lourd. Julien avait passé la journée enfermé dans son bureau, tentant de boucler un projet urgent. Sophie, de son côté, naviguait entre son ordinateur et la cuisine, exaspérée par chaque bruit, chaque interruption. Chloé, sentant l'électricité dans l'air, était restée exceptionnellement calme, jouant avec ses poupées dans sa chambre. Moi, comme toujours, je m'efforçais d'être une ombre, un courant d'air. Le sujet de la discorde, cette fois-ci, fut une voiture. Sophie en voulait une nouvelle. Plus grande, plus moderne, plus statutaire. Comme elle disait. Elle avait passé l'après-midi à regarder des brochures en ligne, soupirant d'envie devant des modèles allemands aux prix exorbitants. Au dîner, elle a lancé l'offensive. J'ai vu une offre incroyable pour le nouveau SUV. On pourrait faire une reprise sur la nôtre et le reste en leasing. Ce serait raisonnable. Julien n'a pas levé les yeux de son assiette. Sophie. On en a déjà parlé. Ce n'est pas le moment. On vient de payer les impôts. Et les charges de l'immeuble ont augmenté. Mais Julien, regarde notre voiture. Elle tombe en morceaux. Ce n'est même plus sûr pour Chloé. Et puis, pense à notre image. Tu es architecte. Tu ne peux pas arriver chez tes clients avec cette vieille guimbarde. Sa voix était douce, presque enjôleuse. Mais ses arguments étaient des poignards. Mon image va très bien. Et la voiture aussi. Elle a passé le contrôle technique sans problème. A-t-il rétorqué. Le ton commençant à monter. Tu ne comprends jamais rien? A-t-elle sifflé, laissant tomber son masque de douceur. Tu n'as aucune ambition. On travaille comme des fous. On devrait pouvoir se faire plaisir de temps en temps. On mérite mieux que ça. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de budget. On ne peut pas. C'est tout. Le prêt de l'appartement nous coûte déjà une fortune. Et c'est là qu'elle a franchi la ligne. Elle a posé sa fourchette avec un bruit sec. Elle a tourné la tête vers moi, qui était resté silencieux comme une pierre au fond d'un lac, espérant être oublié. Son regard était froid, accusateur. Évidemment, a-t-elle dit. Sa voix chargée de sous-entendus. Si nous n'avions pas certaines dépenses imprévues. Depuis quelques mois, les choses seraient peut-être différentes. Le silence qui est tombé sur la table était assourdissant. C'était la première fois qu'elle m'accusait si ouvertement. Si directement. Chaque euro dépensé pour ma nourriture, mon électricité, ma simple existence, venait d'être jeté sur la table comme la cause de leurs problèmes financiers. Je me suis senti rougir jusqu'aux oreilles. J'ai posé mes couverts. La faim soudainement coupée. Je n'arrivais plus à déglutir. Julien a réagi. Enfin. Il a frappé la table du poing, faisant sursauter Chloé qui a poussé un petit cri. Sophie. Ça suffit. N'implique pas mon père dans nos histoires. Je n'implique personne. A-t-elle répondu? Faussement innocente. Je fais juste un constat. C'est mathématique.
Ce n'est pas mathématique. C'est dégueulasse, a crié Julien, le visage congestionné par la colère et la honte. Dégueulasse? C'est moi qui fais les courses. C'est moi qui vois les tickets de caisse s'allonger. C'est moi qui dois tout gérer pendant que tu t'enfermes dans ton bureau. Ils étaient debout maintenant, se faisant face au-dessus de la table du dîner à moitié consommée. Leurs voix s'élevaient, se superposaient. Un flot de reproches, de frustrations accumulées depuis des mois, voire des années. Chloé s'est mise à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je me suis levée, incapable d'en supporter plus. J'allais me réfugier dans ma chambre quand Julien, dans un geste de pure exaspération, a balayé l'air de ses bras en hurlant « Vous ne pouvez pas la fermer ». Toutes les deux ? Toutes les deux. Il m'avait mis dans le même panier. Dans sa colère, il ne m'avait pas vu. Moi. Son père silencieux et humilié. Il n'avait vu qu'une autre source de bruit. Une autre complication dans sa vie déjà trop compliquée. La phrase est restée suspendue dans l'air. Sophie l'a regardée. Triomphante. J'ai vu dans ses yeux une lueur de victoire. Elle avait réussi. Elle avait réussi à le pousser à bout. À le faire craquer. À lui faire dire l'irréparable. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé mon fils. J'ai vu la colère s'effacer de son visage pour laisser place à une prise de conscience horrifiée. Il venait de comprendre ce qu'il avait dit. Papa. J'ai secoué la tête et je suis sortie de la pièce. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je me suis assis sur le bord de mon lit. Le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas la colère que je ressentais. C'était un chagrin immense. Un vide glacial. La certitude d'être de trop. Je n'étais pas seulement un fardeau financier. J'étais un fardeau émotionnel. Un problème. Une nuisance sonore. Les jours qui ont suivi ont été d'une froideur polaire. Julien a essayé de me parler, de s'excuser. Il frappait à ma porte. Murmurait des « Papa. On peut parler ?» que je faisais semblant de ne pas entendre. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas la force de recevoir ses excuses. Car je savais qu'elles ne changeraient rien à la situation. Sophie avait gagné une bataille décisive. Elle avait créé une brèche entre mon fils et moi. Et elle comptait bien l'élargir jusqu'à la rupture. Elle a changé de stratégie. Fini les piques et les allusions. Elle est passée à l'étape supérieure, la pitié ostentatoire et l'inquiétude simulée. Devant Julien, elle me traitait avec une attention exagérée. Alain, vous êtes sûr que ça va ? Vous n'avez pas l'air bien. Vous voulez que je vous prépare une tisane ? Vous devriez vous reposer. Mais dès que Julien avait le dos tourné, son visage redevenait un masque de glace. Elle a commencé à laisser traîner, comme par accident, des brochures sur la table basse. Des brochures pour des résidences seniors. Des établissements luxueux. Avec des photos de personnes âgées souriantes jouant au bridge ou faisant de l'aquagym. C'était sa nouvelle arme. Une suggestion douce, mais terriblement efficace. Regarde ça. Chérie. Disait-elle à Julien un soir. D'un ton faussement détaché. C'est incroyable ce qu'ils font pour nos aînés de nos jours. Un cadre sécurisé. Des activités. Un suivi médical. C'est tellement mieux que de rester seul toute la journée dans un appartement. Julien feuilletait les brochures sans conviction. Le visage fermé. Il n'est pas seul. Il est avec nous. Avec nous ? Tu es au bureau 12 heures par jour. Je travaille à la maison. Mais je ne peux pas m'occuper de lui constamment. Et Chloé est à l'école. Il s'ennuie. Ça se voit.
Il dépérit. Ce serait une solution pour son bien-être. Pour qu'il voie du monde. Chaque mot était choisi avec soin. Chaque phrase était conçue pour instiller le doute. La culpabilité dans l'esprit de Julien. Elle ne disait pas « je veux qu'il parte ». Elle disait « c'est pour son bien ». C'était diabolique. Je sentais le piège se refermer sur moi. Je voyais mon fils commencer à flancher. Peut-être qu'elle a raison. Après tout, peut-être que je serais mieux ailleurs. Cette pensée, terrifiante, commençait à germer dans son esprit. Il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec moi. Coupable de ne pas réussir à me rendre heureux. Et la solution de Sophie, si bien présentée, commençait à lui apparaître comme une porte de sortie honorable. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. Je ne pouvais pas gagner par la parole. Alors j'allais essayer de gagner par les actes. Je voulais leur prouver que j'étais encore utile. Que je n'étais pas juste un vieil homme attendant la fin. Je voulais recréer un lien. Un moment de partage. Quelque chose qui nous rappellerait que nous étions une famille. C'est là que j'ai eu l'idée de ce dîner. Ce fameux dîner. J'ai décidé de cuisiner à nouveau la daube provençale. Le plat préféré de Julien. Celui qui avait causé mon premier échec culinaire. Cette fois, j'allais le faire parfaitement. Je suis allée faire les courses moi-même. Choisissant chaque légume. Chaque morceau de viande avec un soin infini. J'ai passé l'après-midi en cuisine. Les odeurs de mon enfance. De ma vie avec Marie. Ont à nouveau empli l'appartement. C'était un acte de défi. Un acte d'amour. J'ai mis la table avec la plus belle vaisselle. J'ai même trouvé une vieille nappe provençale au fond d'un de mes cartons. Quand Chloé est rentrée de l'école, elle a applaudi. Oh papy. C'est joli. Et ça sent bon. Son enthousiasme a mis un peu de baume sur mon cœur. Sophie est rentrée peu après. Elle a jeté un regard surpris à la table. Puis à moi. Je n'ai pas su déchiffrer son expression. De la contrariété? Du mépris? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. Julien est rentré plus tard. L'air harassé comme d'habitude. Mais quand il a vu la table et senti l'odeur, son visage s'est éclairé. Un vrai sourire. Le premier depuis des semaines. Papa. Tu as fait tout ça? Pour te faire plaisir? Mon fils. Le dîner a commencé dans une atmosphère étrangement paisible. Julien mangeait avec un appétit qui me faisait chaud au cœur. Il fermait les yeux à chaque bouchée. C'est exactement comme celle de maman? A-t-il murmuré. Pour la première fois depuis des mois. Nous avons eu une vraie conversation. Nous avons parlé de souvenirs d'enfance. Des vacances en Provence. Sophie est restée silencieuse. Mais elle ne disait rien de désobligeant. Elle mangeait. Un petit sourire poli sur les lèvres. J'ai cru. Pendant un instant. Que j'avais réussi. J'ai cru qu'un repas. Un simple plat cuisiné avec amour. Pouvait réparer les choses. J'étais naïf. J'avais oublié que pour certaines personnes, un geste de paix est perçu comme une provocation. Mon petit triomphe. Le sourire de mon fils. La trêve fragile que j'avais créée. Tout cela était insupportable pour elle. Elle ne pouvait pas me laisser gagner. Elle ne pouvait pas laisser ce lien se ressouder. Après le dîner, alors que Julien et Chloé regardaient un dessin animé dans le salon, j'ai commencé à débarrasser la table. Sophie est venue dans la cuisine, soi-disant pour m'aider. Elle a commencé à empiler les assiettes avec une efficacité redoutable. Je lavais la grande cocotte en fonte dans laquelle le plat avait mijoté. Nous travaillions en silence, dans un ballet tendu.
C'est à ce moment-là que le vase est entré en scène. C'était une pièce de designer qu'elle avait achetée la semaine précédente. Un cylindre de céramique blanche. Très minimaliste. Très cher. Il était posé sur le coin du plan de travail. En se retournant brusquement avec une pile d'assiettes, son coude l'a heurté. Le vase a basculé au ralenti. J'ai tendu la main pour le rattraper, mais mes doigts n'ont effleuré que le vide. Il a heurté le carrelage avec un bruit sec et sinistre. Il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. Il s'est juste fendu en deux. Proprement. Deux moitiés parfaites d'un objet inutile. Nous sommes restés immobiles. Pétrifiés. Regardant les débris. J'ai levé les yeux vers elle. Et c'est là que j'ai vu son visage se transformer. En une fraction de seconde, la surprise a laissé place à autre chose. Une lueur de calcul. Une idée. Une opportunité. Le bruit avait alerté Julien. Il est arrivé en courant dans la cuisine. Que se passe-t-il? Son regard est allé du vase cassé à moi, puis à Sophie. Et avant que j'aie pu ouvrir la bouche pour dire « c'est un accident », c'est elle qui l'a fait tomber. Elle a pris la parole. Sa voix était tremblante, chargée d'une fausse détresse. Elle a pointé un doigt accusateur vers moi. « C'est ton père. Il l'a fait tomber. » Je lui ai dit de faire attention. Mais il ne m'écoute jamais. Les mots de Sophie sont tombés dans le silence de la cuisine comme des pierres. C'est ton père. Il l'a fait tomber. J'étais abasourdi. Stupéfait par l'audace. La rapidité de son mensonge. C'était si soudain. Si total. Que mon cerveau a eu un temps de retard. J'ai ouvert la bouche pour protester. Pour rétablir la vérité. Mais aucun son n'est sorti. C'était comme dans un cauchemar. Où l'on veut crier mais où la voix reste bloquée dans la gorge. Julien m'a regardé. Dans ses yeux, je n'ai pas vu de la colère, mais de la lassitude. Une immense. Une profonde lassitude. Il n'avait même pas l'air surpris. C'était juste un problème de plus. Une complication de plus dans une soirée qui avait été trop calme pour être honnête. Papa, a-t-il commencé? Le ton plein d'un reproche épuisé. Il fallait faire attention. Tu sais que Sophie tient beaucoup à ses affaires. Il me croyait. Non. Pire que ça, il ne cherchait même pas à savoir. Il prenait le chemin le plus court. Celui qui causerait le moins de vagues. Accuser son vieux père maladroit était plus simple que de confronter sa femme et son mensonge. Mon silence initial, ma stupeur, avait été interprété comme une preuve de culpabilité. Mais ce n'est pas moi. Ai-je finalement réussi à articuler? Ma voix était faible. Incrédule. C'est Sophie. Avec la pile d'assiettes. Son coude. Sophie a éclaté en sanglots. Des sanglots bruyants. Théâtraux. Parfaitement maîtrisés. Comment peux-tu mentir comme ça? Accuser les autres pour couvrir ta propre maladresse? Je n'en peux plus. Julien. Je fais tout pour être gentille. Pour être patiente. Mais c'est trop. Elle s'est effondrée contre lui. Cachant son visage dans son épaule. C'était une performance digne d'une grande actrice. Elle avait transformé l'incident en référendum sur sa patience. Sur sa bonté supposée. Elle était la victime. La victime de ma présence. De ma vieillesse. De ma supposée malhonnêteté. Julien. Pris au piège. L'a entouré de ses bras. Lui tapotant maladroitement le dos. Il m'a jeté un regard par-dessus son épaule. Un regard qui disait, s'il te plaît. Papa. Arrête. N'en rajoute pas.
Je me suis senti trahi. Une trahison froide et amère qui me montait à la gorge. Il ne s'agissait plus d'un vase. Il s'agissait de la vérité. De ma parole contre la sienne. Et mon fils, mon propre fils, avait choisi son camp sans même me donner le bénéfice du doute. Ce n'est qu'un vase, ai-je dit d'une voix blanche. Je peux le rembourser. Le rembourser? A ricané Sophie à travers ses larmes. Il coûtait 800 €. Comment comptes-tu rembourser ça avec ta petite retraite? L'humiliation était complète. Non seulement j'étais maladroit et menteur, mais j'étais aussi pauvre. Inutile sur tous les plans. Ça suffit, a dit Julien d'une voix forte, s'adressant à nous deux. Ce n'est pas une question d'argent. Le mal est fait. Papa, va dans ta chambre. S'il te plaît. Sophie, calme-toi. On me renvoyait dans ma chambre comme un enfant puni. J'ai regardé les deux moitiés du vase blanc sur le sol. Elle me semblait être une métaphore parfaite de notre famille. Brisée en deux. Nettement. J'ai obéi. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'entendais leurs voix étouffées dans la cuisine. D'abord celle de Sophie. Plaintive. Accusatrice. Puis celle de Julien. Apaisante. Conciliante. Il était en train de la calmer. De valider sa version des faits pour acheter la paix. Je me suis assis sur mon lit. Et pour la première fois depuis la mort de Marie, j'ai senti les larmes monter. Des larmes de rage, d'impuissance et de chagrin. J'avais quitté ma maison, ma vie, mes souvenirs. Pour ça. Pour être traité comme un meuble encombrant. Un menteur. Un enfant sénile. J'avais cru que l'amour d'un fils était un refuge. Je découvrais qu'il pouvait être une prison. Le lendemain, l'atmosphère était glaciale. Sophie ne m'adressait plus la parole. Elle passait à côté de moi comme si je n'existais pas. Son silence était plus violent que des cris. Julien, lui, m'évitait. Il est parti travailler tôt. Sans même un « bonjour ». Seule Chloé est venue me voir avant de partir pour l'école. Elle m'a fait un dessin. C'était un bonhomme avec une barbe blanche, moi, et une petite fille qui lui tenait la main. Au-dessus, elle avait écrit avec ses lettres maladroites « Je t'aime papy ». J'ai serré le dessin contre ma poitrine. C'était la seule vérité qui restait dans cette maison. Je savais que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. L'incident du vase n'était pas la fin. C'était un commencement. Le commencement de la fin. Sophie avait testé les limites. Elle avait vu jusqu'où elle pouvait aller dans le mensonge et jusqu'où Julien pouvait aller dans la lâcheté. Elle avait désormais carte blanche. Les semaines qui ont suivi ont été un empoison. Elle a continué sa guerre psychologique, mais avec une assurance renouvelée. Elle parlait de moi à la troisième personne, même quand j'étais dans la même pièce. Il faudrait penser à acheter des verres en plastique. C'est plus sûr. Ou bien, Julien, il faudra que tu vérifies si ton père a bien fermé le gaz. On ne sait jamais. Elle me faisait passer pour un vieillard incontinent et dangereux. Elle créait un récit. Une fiction dans laquelle j'étais le problème. La menace. Et ce récit, à force d'être répété, commençait à devenir une réalité dans l'esprit de Julien. Je le voyais changer. Il me regardait avec une méfiance nouvelle. Quand je prenais Chloé sur mes genoux, je voyais son regard s'attarder. Inquiet. Un jour, il a installé des barrières de sécurité pour bébé en haut de l'escalier, prétextant que c'était pour Chloé. Mais Chloé avait 6 ans et n'avait jamais eu de problème avec les escaliers. Ces barrières n'étaient pas pour elle. Elles étaient pour moi.
J'étais devenu le danger potentiel. L'inconnu dans la maison. Je me suis muré dans le silence. C'était ma seule défense. Si chaque mot pouvait être tordu. Si chaque action pouvait être mal interprétée. Alors il valait mieux ne rien dire et ne rien faire. Je passais mes journées dans ma chambre. Ou sur les bancs des parcs publics. Je mangeais seul. Avant ou après eux. Je devenais un fantôme dans leur maison. Mais mon silence ne faisait qu'aggraver les choses. Il confirmait la version de Sophie. J'étais ce vieil homme bizarre. Reclus. Qui ne communiquait plus. Mon retrait était perçu non pas comme une conséquence de leur comportement, mais comme un symptôme de ma propre déchéance. Je les entendais parler de moi la nuit. Quand ils me croyaient endormi. Les murs de cet appartement moderne étaient fins comme du papier. Ils ne parlent plus, disait Julien. La voix pleine d'une inquiétude qui sonnait faux. Ils restent enfermés toute la journée. Je ne sais pas quoi faire. Je te l'avais dit. Répondait Sophie. Sa voix douce et venimeuse. Il dépérit ici. Il n'est pas heureux. On est égoïste de le garder. Il a besoin d'un environnement adapté. De gens de son âge. De professionnels. Une maison de retraite? Tu veux dire? Le mot était lâché. Il flottait entre eux dans l'obscurité. On ne dit plus comme ça. Une résidence de service. C'est pour son bien? Chérie. Pense à lui. Et pense à nous. À Chloé. L'ambiance à la maison est devenue tellement pesante. Je retenais mon souffle. Allongé dans mon lit. Le cœur glacé. J'étais devenu un sujet de discussion. Un problème à résoudre. Une case à cocher. Je n'étais plus Alain. Leur père. Le grand-père de leur fille. J'étais le problème du père de Julien. La détresse a commencé à me ronger de l'intérieur. Je dormais mal. Je perdais l'appétit. Mon corps lui-même semblait abandonné. Je me regardais dans le miroir et je voyais le visage d'un vieil homme que je ne reconnaissais plus. Les yeux étaient cernés. Le regard vide. Chloé avait raison. J'étais fatiguée. Une fatigue de l'âme. La pire de toutes. Je songeais à partir. À prendre un train et à retourner en Provence. Mais où irais-je? Ma maison était vendue. Mes amis étaient morts ou avaient déménagé. Revenir là-bas aurait été l'aveu d'un échec total. Et puis, il y avait Chloé. L'idée de ne plus la voir, de ne plus sentir ses petits bras autour de mon cou, était une douleur insupportable. Alors je restais. J'endurais. J'attendais. Je ne savais pas quoi. Mais j'attendais. J'essayais de m'accrocher aux petits moments de bonheur avec ma petite fille. C'était elle qui me maintenait en vie. Nous avions nos codes secrets. Nos jeux silencieux. Quand elle sentait que j'étais triste, elle venait me chercher et m'entraînait sur le balcon. Elle me montrait les nuages. Les oiseaux. Elle me parlait de l'école. De ses amis. Elle me reconnectait au monde. Un après-midi. Elle m'a surpris en train de regarder une photo de Marie. J'étais assis sur mon lit et je caressais le visage souriant de ma femme sur le papier glacé. Les larmes coulaient sur mes joues. Chloé s'est approchée doucement. C'est mamie? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Elle a regardé la photo attentivement. Elle était belle. Tu es triste parce qu'elle te manque? J'ai encore hoché la tête. Elle a réfléchi un instant. Puis elle a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Quand tu seras avec elle, tu ne seras plus triste. Je l'ai regardée. Surpris. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ma chérie? Ben. Au ciel. Papa dit que les gens qui meurent vont au ciel. Mamie est là-bas. Un jour. Toi aussi tu iras là-bas. Et vous serez de nouveau ensemble. Sa logique d'enfant était d'une simplicité et d'une pureté désarmante. Mais dans ma détresse, ces mots ont pris un sens différent. Partir. Rejoindre Marie. Mettre fin à la souffrance. L'idée, sombre et insidieuse, a commencé à faire son chemin dans mon esprit. Ce n'était pas une pensée claire, juste une ombre au fond de ma conscience. Une porte de sortie possible quand toutes les autres seraient fermées. J'ai serré ma petite fille dans mes bras. Pas tout de suite. Ma puce. Papy va rester encore un peu avec toi. Mais je savais que je mentais. Je sentais que mes forces m'abandonnaient. La machine infernale mise en place par Sophie était en train de me broyer. Il ne manquait plus qu'un dernier coup. Un dernier mensonge. Une dernière trahison pour m'achever. Et ce coup, je le sentais venir. C'était inévitable. L'air était saturé de sa venue. Chaque silence, chaque regard, chaque porte qui se fermait était un pas de plus vers le précipice. Le calme qui a précédé la tempête finale a duré près d'une semaine. Une semaine de silence pesant, de non-dits et de fausse normalité. Chacun jouait son rôle dans une pièce dont le texte semblait écrit d'avance. Julien s'enterrait dans le travail, ne rentrant que tard le soir, quand Chloé et moi étions déjà couchés. Sophie, de son côté, était d'une politesse glaciale, me parlant uniquement lorsque c'était absolument nécessaire, avec des phrases courtes et fonctionnelles. Le dîner est servi. Vous avez du courrier. C'était une guerre froide, où chaque camp attendait que l'autre fasse un faux pas. Je sentais qu'elle préparait quelque chose. Il y avait une nouvelle assurance dans sa démarche. Une lueur de détermination dans ses yeux quand elle pensait que je ne la regardais pas. Elle passait de longs moments au téléphone, parlant à voix basse dans sa chambre, la porte fermée. Je n'étais pas assez naïf pour croire qu'elle organisait une fête surprise. Elle organisait ma sortie. Pendant ce temps, j'essayais de survivre. Je m'accrochais à mes routines comme un naufragé à une bouée. Le matin, je me levais tôt. Je buvais mon café en silence dans la cuisine encore sombre. Puis je sortais marcher avant que la ville ne s'éveille complètement. Ces promenades matinales étaient ma bouffée d'oxygène. L'air froid et vif me nettoyait les poumons et les pensées. Je regardais les employés municipaux nettoyer les rues. Les premiers camions de livraison. Les boulangers enfourner leurs premiers croissants. La vie continuait. Indifférente à mon petit drame personnel. C'était à la fois triste et réconfortant. Je passais beaucoup de temps avec Chloé. C'était une urgence. Un besoin instinctif de graver dans ma mémoire chaque instant passé avec elle. Nous construisions des cabanes avec des draps dans le salon. Nous dessinions pendant des heures. Nous inventions des histoires de chevaliers et de princesses qui vivaient sur les toits de Paris. Dans ces moments-là, j'oubliais tout. J'oubliais Sophie. Julien. La tristesse. Je n'étais plus qu'un grand-père jouant avec sa petite fille. Le bonheur était si simple, si pur, qu'il en devenait presque douloureux. Car je savais qu'il était menacé. Un jour, nous étions sur le balcon. Je lui apprenais à reconnaître les différents types de bois au toucher et à l'odeur. J'avais quelques chutes de chêne, de pin, d'olivier. Elle fermait les yeux et essayait de deviner. Elle était douée. Celui-là. Il sent le soleil, dit-elle en reniflant le morceau de bois d'olivier. Il sent chez toi. Papy. Cette simple phrase m'a transpercé le cœur. Elle avait raison. Ce bois.
C'était ma terre. Mes racines. Une odeur que je perdais peu à peu. Remplacée par l'air aseptisé de cet appartement. Sophie nous a observés depuis le salon pendant un moment. À travers la baie vitrée. Son téléphone collé à l'oreille. Puis elle a ouvert la porte-fenêtre. Chloé. Ma chérie. Rentre s'il te plaît. Tu vas prendre froid. Et il faut que tu ailles prendre ton bain. Son ton était mielleux. Mais ses yeux disaient autre chose. Il me disait, ce moment est terminé. Je décide. Chloé a protesté. Mais je veux rester avec papy. On en a déjà parlé? Chloé. Il faut obéir. Allez. Le ton s'était durci. Chloé m'a jeté un regard désolé. A posé le morceau de bois et est rentrée en traînant les pieds. Sophie a refermé la porte-fenêtre derrière elle. Me laissant seule sur le balcon. Comme si elle venait de fermer la grille d'une cage. Je savais ce qu'elle faisait. Elle coupait les ponts un par un. Elle m'isolait de la seule personne qui me donnait encore la force de me battre. Elle voulait que je me sente si seule. Si inutile. Si désespérée. Que je finirais par accepter n'importe quelle solution qu'elle me proposerait. Y compris celle d'une maison de retraite. L'affrontement que j'avais tant redouté est arrivé 2 jours plus tard. C'était un vendredi soir. Julien était rentré plus tôt que d'habitude. Il avait un air grave. Tendu. Sophie aussi était étrange. Elle était nerveuse. Presque fébrile. Ils ont attendu que Chloé soit endormie. Puis ils m'ont demandé de venir m'asseoir dans le salon. Je me suis sentie comme un accusé devant un tribunal. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé design. Je me suis assis en face d'eux. Sur un fauteuil inconfortable. La table basse en verre nous séparait. Comme une frontière. Julien a pris la parole. Il a commencé par un long préambule. Plein de phrases toutes faites et de justifications maladroites. Il parlait de mon bien-être. De ma santé. De ma sécurité. Il disait qu'il s'inquiétait pour moi. Qu'il voyait bien que je n'étais pas heureux. Papa. On a beaucoup réfléchi. Sophie et moi. Et on pense avoir trouvé une solution. Une bonne solution. Pour toi. Il a poussé vers moi. Sur la table en verre. Une brochure. C'était la plus luxueuse de toutes celles que Sophie avait laissé traîner. Papier glacé. Photos en couleur. Le nom de l'établissement était « Les Jardins d'Argent ». Ça sonnait comme une prison dorée. C'est une résidence formidable. A enchaîné Sophie. Prenant le relais. Sa voix était pleine d'un enthousiasme forcé. Il y a un parc magnifique. Une piscine. Un restaurant. Tu aurais ton propre petit appartement? Mais avec une assistance médicale 24 heures sur 24. Tu pourrais te faire des amis. Participer à des activités. Tu ne serais plus jamais seul. Chaque mot était un coup de poignard. Je regardais les photos. Des vieillards souriants. Impeccablement habillés. Jouant aux cartes. Tout était faux. C'était un décor. Un endroit où l'on parque les gens dont on ne veut plus. En se donnant bonne conscience parce que l'emballage est joli. Nous avons pris rendez-vous pour une visite demain après-midi. A ajouté Julien. Sans me regarder. Il fixait un point invisible sur le mur derrière moi. Le silence est tombé. Ils attendaient ma réaction. Ils s'attendaient peut-être à de la reconnaissance. Ou à de la résignation. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. J'ai senti une colère froide monter en moi. Une colère que j'avais réprimée pendant des mois. La colère de l'humiliation. De l'injustice. J'ai relevé la tête et je les ai regardés. Droit dans les yeux. L'un après l'autre. Non.
ai-je dit. Ma voix était calme, mais ferme. Inébranlable. Ils ont été décontenancés. Ce n'était pas la réponse prévue dans leur scénario. Comment ça? Non, a demandé Sophie, l'agacement perçant déjà sous son vernis de bienveillance. Vous n'avez même pas regardé la brochure. Je n'ai pas besoin de regarder. Ma place est ici. Je suis votre père. Je suis le grand-père de Chloé. Ma place est avec ma famille. Mais tu n'es pas heureux ici? Papa! S'est exclamé Julien. Comme si c'était une évidence. Regarde-toi. Tu ne sors plus de ta chambre. Tu ne nous parles plus. Et à ton avis? Pourquoi? Julien? Ai-je demandé? Ma voix se chargeant d'une intensité nouvelle. Tu t'es posé la question une seule seconde? Pourquoi je suis devenu comme ça? Ce n'est pas cette maison qui me rend malheureux. Ce ne sont pas ces murs. Je les ai fixés à nouveau. C'est le silence. C'est le mépris. C'est de me sentir de trop à chaque instant de la journée. Sophie s'est levée. C'est injuste. A-t-elle crié? Le visage déformé par la fureur. Je fais tout ce que je peux. Je vous ai accueilli chez moi. Je m'occupe de vous. Je fais vos lessives. Je vous prépare à manger. Et voilà comment je suis remercié. Vous êtes un vieil homme ingrat et égoïste. Assez. Ai-je hurlé à mon tour? Me levant d'un bond. La force de mon propre cri m'a surpris. Toute la frustration. Toute la douleur contenue a explosé d'un coup. Ne me parle pas de gratitude. Tu ne m'as pas accueilli. Tu m'as toléré. Chaque jour. Tu me fais sentir que je suis un fardeau. Tu as tout fait pour me pousser à bout. Pour me faire craquer. Pour que Julien accepte de se débarrasser de moi. La vérité, crue et brutale, était enfin dite. Elle flottait dans l'air entre nous. Laide et irréfutable. Sophie était blême. Elle a bafouillé, c'est faux. Julien. Dis-lui que c'est faux. Mais Julien ne disait rien. Il était pétrifié. Le visage décomposé. Il était pris entre la vérité que je venais d'énoncer et la loyauté qu'il pensait devoir à sa femme. Il était le lâche parfait. Incapable de choisir. Incapable d'agir. Tu vois? Ai-je dit. En le montrant du doigt. Il ne dit rien. Parce qu'il sait que c'est vrai. Il le sait. Mais il a trop peur de toi pour l'admettre. C'est à ce moment-là que la situation a dégénéré. Sophie. Hors d'elle. S'est avancée vers moi. Le doigt pointé. Sortez de ma maison. Je ne veux plus jamais vous voir. Julien s'est interposé. Sophie. Arrête. Non. A-t-elle hurlé. C'est lui ou moi? Elle l'a poussé violemment pour qu'il s'écarte. Le chaos a éclaté. C'était une scène confuse. Violente. Julien essayait de la retenir. Sophie se débattait. Criant des insultes. J'ai fait un pas en avant. Instinctivement. Pour essayer de les calmer. Pour les séparer. Ma seule pensée était pour Chloé. Qui dormait dans la chambre d'Alexandra côté. Je ne voulais pas qu'elle se réveille et voie ça. Arrêtez. Tous les deux. Ai-je crié. En posant une main sur le bras de Julien. Pensez à la petite. C'est là que tout a basculé. Le moment fatidique. Le geste qui allait tout sceller. Dans la confusion. Dans le mouvement de la dispute. Julien a essayé de repousser sa femme qui se débattait. Sophie l'a poussé à son tour. En perdant l'équilibre.
Son bras est parti en arrière dans un geste incontrôlé. Un geste de défense. De réflexe. Sa main, ouverte, a heurté ma joue avec une force surprenante. Le bruit a été sec. Un claquement mat. Le temps s'est arrêté. Les cris ont cessé. Les mouvements se sont figés. Nous sommes restés immobiles tous les trois. Au milieu du salon. Dans un silence de mort. Ma joue me brûlait. Une chaleur intense se propageait sur mon visage. J'ai levé la main. Lentement. Et j'ai touché la peau endolorie. Julien me regardait. Les yeux écarquillés par l'horreur. Sa main était encore en l'air. Suspendue. Papa, a-t-il murmuré. La voix brisée. Je ne voulais pas. C'est un accident. Sophie. Il était en état de choc. Incapable de formuler une pensée cohérente. Mais moi. Je ne regardais pas mon fils. Je regardais Sophie. Et j'ai vu. Dans ses yeux. Il n'y avait ni choc. Ni horreur. Il y avait une lueur. Une lueur triomphante. La même lueur de calcul que j'avais vue le soir où le vase s'était cassé. Mais cette fois. Elle était 1000 fois plus intense. Elle venait de trouver son arme ultime. L'arme nucléaire. L'argument qui allait tout balayer. Elle a porté la main à sa bouche. Feignant une expression de terreur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a reculé d'un pas. Puis elle s'est retournée. A couru hors du salon. A ouvert la porte de l'appartement et s'est précipitée dans le couloir de l'immeuble. J'ai entendu sa voix. Transformée. Méconnaissable. Une voix de tragédienne appelant à l'aide. Au secours. À l'aide. Il frappe son père. Mon mari est en train de frapper son père. Le cri de Sophie a déchiré le silence de l'étage. Au secours. Il frappe son père. C'était un mensonge si monstrueux. Si absolu. Qu'il a créé sa propre réalité. Les mots flottaient encore dans l'air quand la porte de l'appartement d'en face s'est ouverte. Madame Dubois. La concierge qui habitait sur le même palier. Est apparue. Un peignoir noué à la hâte sur sa chemise de nuit. Son visage était un mélange de curiosité et d'inquiétude. Sophie s'est jetée vers elle. S'agrippant à son bras comme une naufragée. Madame Dubois. Appelez la police. Je vous en prie. Julien. Il a perdu la tête. Il a frappé son père. Ses sanglots étaient déchirants. N'importe qui l'aurait cru. Elle était l'image même de la terreur et du désespoir. Pendant ce temps, dans le salon, le temps semblait s'être figé. Julien était resté immobile. Le bras encore à moitié levé. Le visage vidé de toute couleur. Il était catatonique. Paralysé par l'énormité de ce qui venait de se passer. Le geste accidentel. Le mensonge de sa femme. L'accusation publique. C'était trop pour lui. Son esprit avait disjoncté. Moi. J'étais cloué sur place par une force invisible. Ma joue me lançait une douleur sourde. Mais ce n'était rien comparé à la douleur qui me vrillait l'estomac. J'entendais la voix de Sophie dans le couloir. Racontant une version déformée. Grotesque. Des événements. Ça fait des semaines que ça dure. La pression du travail. Il est devenu tellement violent. Je ne sais plus quoi faire pour protéger son père. Et ma fille. Elle construisait son histoire. Pièce par pièce. Avec une habileté diabolique. Elle se donnait le beau rôle. Celui de la femme courageuse qui tente de protéger tout le monde. Le bruit a finalement réveillé Chloé. Sa petite tête est apparue dans l'embrasure de la porte de sa chambre.
Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux pleins de sommeil et de confusion. Papa? Maman? Papy? Qu'est-ce qui se passe? Sa petite voix agit comme un électrochoc sur Julien. Il a baissé le bras, a secoué la tête comme pour chasser un cauchemar, et s'est tourné vers sa fille. Rien? Ma chérie. Retourne te coucher. C'est un mauvais rêve. Mais Chloé n'était pas dupe. Elle a vu mon visage. Elle a vu ma main posée sur ma joue. Ses yeux se sont agrandis. Elle a vu le regard vide de son père. Elle a entendu les sanglots de sa mère dans le couloir. Elle a compris que ce n'était pas un rêve. Je voulais aller vers elle. La rassurer. Lui dire que tout allait bien. Mais mes jambes ne m'obéissaient plus. J'étais un spectateur de ma propre destruction. Dans le couloir, le drame continuait. D'autres portes s'ouvraient. Des voisins curieux sortaient sur le palier. Sophie était maintenant au centre d'un petit groupe, racontant sa fable tragique. Chaque mot qu'elle prononçait était un clou de plus sur mon cercueil. Elle ne m'accusait pas seulement. Elle me salissait. Elle laissait entendre que j'étais peut-être sénile, provocateur, que ma présence était devenue difficile à gérer. Elle préparait le terrain pour la suite. La maison de retraite n'était plus une option. C'était devenu une nécessité. Une urgence. Julien a fait un pas vers la porte. Comme pour aller démentir. Pour crier la vérité. Mais il s'est arrêté. Que allait-il dire? Ma femme est une menteuse? Une manipulatrice? C'était un accident? Qui le croirait? La scène était parfaite. Sophie. La femme en pleurs. Moi. Le vieil homme avec une marque rouge sur la joue. Lui. L'homme grand et fort. L'architecte stressé. Le coupable idéal. Il était pris au piège. S'il la contredisait maintenant, devant les voisins, ce serait un scandale encore plus grand. Un déballage public de leurs problèmes de couple. Il a choisi. Encore une fois. Le silence. Un silence lourd de conséquences. Un silence qui validait le mensonge. Il a fermé doucement la porte d'entrée, nous isolant à nouveau du monde extérieur, mais nous emprisonnant avec le mensonge qui venait de naître. Le bruit du couloir s'est atténué. Il s'est appuyé contre la porte, le dos voûté, le front perlant de sueur. Il n'a pas osé me regarder. Il n'a pas osé regarder sa fille. Chloé s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Silencieuse et terrifiée. Elle a couru vers moi et s'est blottie contre mes jambes, m'agrippant si fort que ses petits doigts me faisaient mal. Elle cherchait un refuge, une protection. Et c'est moi, la victime, qu'elle avait choisie. C'était la condamnation la plus terrible pour son père. La porte s'est rouverte. C'était Sophie. Elle avait retrouvé son calme. Son visage était marqué par une tristesse feinte, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide de satisfaction. Elle avait gagné. C'était une victoire totale, écrasante. Elle a ignoré Julien, a marché droit vers Chloé. Viens, ma chérie. Laisse papy se reposer. Viens avec maman. Chloé a secoué la tête, s'agrippant encore plus fort à moi. Non. Je reste avec papy. Chloé. Obéis. Le ton de Sophie était devenu tranchant comme une lame de rasoir. C'était un ordre. Non. A répété la petite fille. Sa voix stridente de défi et de peur. Tu es méchante. Tu as fait pleurer papy. Le visage de Sophie s'est durci. Pour la première fois.
Son masque s'est fissuré, laissant entrevoir la rage froide qui l'habitait. Elle a attrapé le bras de Chloé et a tiré. « Arrête !» ai-je dit, retrouvant enfin ma voix. « Tu lui fais mal. » Sophie m'a lancé un regard de haine pure. « Ne me dites pas comment élever ma fille. » Elle a tiré Chloé avec plus de force, l'arrachant de mes jambes. La petite a poussé un cri de douleur et de protestation. C'est ce cri qui a finalement fait réagir Julien. Il a traversé la pièce en deux enjambées. Il n'a pas touché Sophie. Il a simplement pris Chloé dans ses bras. « Ça suffit. Vous avez fait assez de mal pour ce soir. » Sa voix était morte, sans émotion. Il a porté Chloé jusqu'à sa chambre. Je l'ai entendu lui murmurer des mots apaisants. Puis il a refermé la porte. Je me suis retrouvée seule dans le salon avec Sophie. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. C'était un face-à-face. Sans artifice. Elle ne jouait plus la comédie. « Vous voyez ce que vous avez fait ?» m'a-t-elle dit. Sa voix basse et sifflante. « Vous êtes en train de détruire cette famille. » Moi ? Ai-je répondu, incrédule. C'est toi qui as menti. C'est toi qui as hurlé dans le couloir. C'est toi qui as tout détruit. J'ai fait ce qu'il fallait faire. A-t-elle rétorqué, sans l'ombre d'un remords. Les choses ne pouvaient plus durer comme ça. Parfois, il faut provoquer une crise pour que les gens ouvrent les yeux. Julien ne voulait pas voir la vérité. Maintenant, il n'a plus le choix. La vérité ? Quelle vérité ? Que tu es une manipulatrice sans cœur ? Elle a eu un petit sourire méprisant. La vérité, c'est que vous n'avez plus votre place ici. Vous êtes un poids. Un problème. Vous n'êtes pas heureux. Et vous nous rendez malheureux. La seule solution logique, c'est que vous partiez. Pour le bien de tout le monde. Elle avait tout rationalisé. Dans sa tête, son plan était juste et nécessaire. J'étais un obstacle à son bonheur, au bonheur de sa famille idéale, et elle avait le droit de retirer cet obstacle par tous les moyens. Julien est revenu dans le salon. Il n'a regardé ni elle, ni moi. Il a pris ses clés de voiture sur la console de l'entrée. « Où tu vas ? » a demandé Sophie. « Je sors. J'ai besoin de respirer. » Sa voix était celle d'un automate. « Tu ne peux pas me laisser seule maintenant ? » Il s'est retourné. Et pour la première fois, j'ai vu de la haine dans ses yeux. De la haine pour elle. « Te laisser seule ? C'est toi qui as fait ça. C'est ton spectacle. Assume-le. » Il est sorti, claquant la porte derrière lui. Le bruit a résonné dans l'appartement comme un coup de feu. Nous étions de nouveau seuls, Sophie et moi. Le silence était encore plus lourd qu'avant. La bataille était terminée. Elle avait gagné. J'étais vaincue. Mon propre fils m'avait abandonné, fuyant la scène de crime. Je n'avais plus la force de me battre. Plus la force de parler. J'ai contourné Sophie comme on contourne un obstacle toxique et je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. À quoi bon ? Les murs ne pouvaient plus me protéger. Il n'y avait plus rien à protéger. Je me suis assis sur mon lit. Dans le noir. Ma joue me faisait de plus en plus mal. Le choc de l'impact physique s'estompait, laissant place à une douleur plus profonde, plus durable. C'était la douleur de la trahison absolue. La douleur de voir le visage de son enfant se transformer en celui d'un étranger. J'ai entendu Julien revenir tard dans la nuit. Il a marché dans le couloir, ses pas lourds et hésitants. Il s'est arrêté devant ma porte.
J'ai retenu mon souffle. Allait-il frapper? Allait-il entrer? Allait-il s'excuser? Il est resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis j'ai entendu ses pas s'éloigner. Il était allé dans sa chambre. Il avait choisi de ne rien dire. De ne rien faire. Il avait accepté le mensonge. Il en était devenu le complice. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette maison n'était plus ma maison. Cette famille n'était plus ma famille. J'ai attrapé un petit sac en toile qui était dans mon armoire. Sans allumer la lumière, guidé par l'habitude, j'ai commencé à y mettre quelques affaires. Une chemise de rechange. Mes affaires de toilette. La petite boîte en bois d'olivier. Et le dessin de Chloé. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. Contre mon cœur. J'ai enfilé mon manteau. Mes chaussures. Je me suis dirigée vers la porte de ma chambre. Chaque geste était lent. Mécanique. Je n'étais plus qu'un corps vide. Agissant par pur instinct de survie. L'instinct de fuir un endroit où l'on est en danger. Sur le seuil, je me suis retournée. J'ai regardé cette petite pièce sans âme qui m'avait servi de refuge et de prison pendant 3 mois. Je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse. Pas de nostalgie. Juste un grand vide. J'ai traversé l'appartement silencieux. La porte du salon était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière bleutée de l'éclairage public. Je n'ai pas regardé dans leur direction. J'ai posé la main sur la poignée de la porte d'entrée. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le plus doucement possible. Le déclic m'a semblé assourdissant. J'ai ouvert la porte et je me suis glissée dehors. Dans le froid de la nuit parisienne. Seule. Sans destination. Avec juste une marque sur la joue et un cœur en morceaux. La nuit parisienne m'a avalé. Le froid s'est engouffré dans mon manteau mal boutonné. Mais je le sentais à peine. J'étais anesthésiée par le choc. J'ai marché sans but. Suivant les lumières des rues désertes. Les rares voitures qui passaient glissaient sur l'asphalte humide comme des fantômes. Boulogne-Billancourt dormait. Inconsciente du vieil homme qui venait de perdre sa famille. Mes pas m'ont mené jusqu'au quai de Seine. Je me suis arrêtée pour regarder l'eau noire et huileuse. Les péniches amarrées se balançaient doucement. Leur lumière se reflétant à la surface comme des étoiles brisées. J'ai pensé. Un instant fugace. À la paix que je pourrais trouver sous cette eau sombre. Rejoindre Marie. Mettre fin à la douleur. La pensée était séduisante. Comme le chant d'une sirène. Mais l'image de Chloé. Son petit visage en larmes. M'est revenu en mémoire. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne pouvais pas lui laisser comme dernier souvenir celui d'un grand-père qui avait abandonné. J'ai continué à marcher. Toute la nuit. J'ai vu les lumières de la tour Eiffel s'éteindre à 1h du matin. J'ai vu la ville endormie se réveiller lentement. Les premiers métros ont grondé sous mes pieds. Les éboueurs ont commencé leur balai matinal. J'étais un spectre parmi les vivants. Au lever du jour, épuisé, je me suis retrouvée près de la gare de Lyon. L'agitation de la gare m'a semblé irréelle. Des gens couraient dans tous les sens, tiraient des valises, s'embrassaient pour se dire au revoir ou se retrouver. Chacun avait une destination, un but. Moi, je n'avais nulle part où aller. J'ai acheté un café à un automate et je me suis assis sur un banc, face au grand tableau des départs. Les noms des villes défilaient, Marseille, Lyon, Montpellier, Avignon. Avignon. Le nom a résonné en moi. C'était la gare la plus proche de mon ancien village. Le plus près de chez moi.
L'idée de retourner là-bas, même si je n'avais plus de maison, a commencé à prendre forme. C'était un retour aux sources. Un pèlerinage. Pendant ce temps, dans l'appartement de Boulogne, la journée commençait. J'imaginais la scène. Julien découvrant mon lit vide. Mon armoire à moitié vide. Ressentirait-il du soulagement? De la culpabilité? Un peu des deux. Sans doute. Et Sophie? Elle serait certainement soulagée. Son problème s'était résolu de lui-même. Je lui avais facilité la tâche. La vie de Julien est devenue un enfer silencieux. Le matin de mon départ, il n'a rien dit. Il a trouvé mon lit fait. La chambre rangée. Il n'a pas cherché à m'appeler. Peut-être espérait-il que j'étais juste sortie marcher. Comme d'habitude. Sophie. Elle. Affichait une mine grave et concernée. Mais un observateur attentif aurait pu déceler une lueur de satisfaction dans son regard. Quand Chloé s'est réveillée, sa première question a été « Il est où ? Papy ? Papy est parti en voyage ? Ma chérie ?» a répondu Julien. La voix plate. En voyage ? Sans me dire au revoir ? Les yeux de la petite se sont remplis de larmes. C'est à cause de toi et maman. Vous avez été méchants avec lui. Elle a refusé de prendre son petit déjeuner et est partie pour l'école le cœur gros. Pour Julien, chaque regard de sa fille était une accusation. Le mensonge de Sophie avait empoisonné l'air de l'appartement. Ils ne se parlaient presque plus. Le soir, ils mangeaient en silence, séparés par un abîme de ressentiment et de méfiance. Julien regardait sa femme et ne voyait plus la femme qu'il avait aimée, mais une étrangère calculatrice et cruelle. Il était dégoûté par elle, mais aussi par lui-même. Par sa propre faiblesse. La nouvelle de mon départ et de l'incident s'est répandue dans l'immeuble. Alimentée par les confidences à demi-mot de Sophie à la concierge. Julien est devenu un paria. Les voisins le saluaient froidement dans l'ascenseur, ou détournaient le regard. Ils sentaient leur jugement. Leur mépris. Au travail, il n'arrivait plus à se concentrer. Ses collègues ont remarqué son air sombre, sa distraction. Le projet sur lequel il travaillait a pris du retard. Son supérieur l'a convoqué. La pression montait de toutes parts. Il a commencé à boire. Un verre de vin le soir pour se détendre. Puis deux. Puis une bouteille. L'alcool anesthésiait la culpabilité, mais ne la faisait pas disparaître. Il faisait des cauchemars. Il me voyait, le visage marqué, le regardant avec une infinie tristesse. Il se réveillait en sueur, le cœur battant la chamade. Sophie, de son côté, semblait prospérer dans ce chaos. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, l'appartement pour elle seule, la voie libre pour ses projets. Mais sa victoire avait un goût amer. Son mari était devenu une épave silencieuse et hostile. Sa fille la regardait avec des yeux accusateurs. Elle avait gagné la guerre, mais elle avait perdu sa famille. Elle a essayé de compenser en achetant des cadeaux à Chloé, en organisant des sorties. Mais la petite fille restait distante, enfermée dans son chagrin. Pendant plusieurs jours, je suis restée à Paris, errant. Je dormais dans des foyers pour sans-abri, mangeant dans des soupes populaires. J'étais devenu l'un de ces vieillards invisibles que l'on croise dans les rues sans même les voir. J'avais perdu du poids. Ma barbe avait poussé. J'étais l'ombre de moi-même. J'avais touché le fond. Mais au fond du trou, parfois, on trouve une force insoupçonnée. Une après-midi, alors que j'étais assis dans un square, regardant des enfants jouer,
J'ai sorti le dessin de Chloé de ma poche. Je l'ai regardé. Encore et encore. Ce petit bout de papier était mon encre. C'était la preuve que j'avais été aimée. Que j'existais pour quelqu'un. Et j'ai su que je ne pouvais pas finir comme ça. Je devais me battre. Non pas pour retourner chez Julien. C'était impossible. Mais pour moi. Pour ma dignité. Et pour Chloé. Je voulais qu'elle garde le souvenir d'un grand-père qui s'était relevé. Pas d'un homme qui avait sombré. Cette décision a tout changé. J'ai arrêté d'errer. J'ai commencé à penser. J'étais menuisier. Mes mains savaient encore travailler. Je n'avais plus d'atelier. Mais j'avais mon savoir-faire. Je suis allée dans une association d'aide à la réinsertion. J'ai expliqué ma situation. Sans entrer dans les détails sordides de mon histoire familiale. J'ai juste dit que j'étais un artisan à la retraite. Seul. Et que je cherchais du travail. N'importe quoi. L'homme qui m'a reçu. Un travailleur social à l'air fatigué mais bienveillant. M'a écouté attentivement. Il a vu mes mains calleuses. Mes yeux qui, pour la première fois depuis longtemps, brillaient d'une lueur de détermination. La chance. Ou le destin. A voulu qu'une école du quartier cherche quelqu'un pour réparer de vieux bancs en bois dans sa cour de récréation. C'était un petit contrat. Quelques semaines de travail. Payé au lance-pierre. J'ai accepté sans hésiter. Le premier jour, quand j'ai repris mes outils en main, j'ai eu l'impression de renaître. Le contact du bois. L'odeur de la sciure. Le bruit familier de la scie et du rabot. C'était ma vie qui me revenait entre les doigts. Je travaillais avec une ardeur que je ne me connaissais plus. Les enfants me regardaient avec curiosité pendant les récréations. Je leur souriais. Parfois, je leur sculptais des petits animaux dans des chutes de bois. Pendant ce temps, à l'appartement, la situation s'envenimait. Julien était au bord de la rupture. Un soir, il a trouvé Sophie en train de regarder des annonces immobilières sur son ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je regarde. » C'est tout. Cet appartement est devenu si triste. Peut-être qu'un nouveau départ nous ferait du bien. Un nouveau départ ? A-t-il répondu. Un rire amer lui échappant. Tu crois que c'est en changeant les murs qu'on va régler nos problèmes ? Le problème, il n'est pas dans les murs. Sophie. Il est entre nous. C'était la première fois qu'il osait la confronter directement depuis la fameuse nuit. Sophie a été surprise. Je ne vois pas de quoi tu parles ? A-t-elle dit froidement. Si. Tu le vois très bien. Mon père. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Je ne sais pas où il est. Comment il va. Et tout ça ? C'est à cause de toi. À cause de ton mensonge. J'ai fait ce que je devais faire pour nous protéger. Nous protéger ? De qui ? D'un vieil homme de 68 ans ? Tu as détruit mon père. Et tu as détruit nous. Regarde-nous. On ne se supporte plus. Chloé ne te parle plus. C'était ça. Ton plan ? C'était ça. Ta victoire ? Il était sur le point de tout déballer. De laisser éclater toute sa rage et sa culpabilité. Mais au même moment, la porte de la chambre de Chloé s'est ouverte. La petite fille se tenait sur le seuil. Sa tablette à la main. Elle avait l'air étrange. Un mélange de peur et de résolution. Papa, a-t-elle dit d'une petite voix. Il faut que je te montre quelque chose. Julien et Sophie se sont tournés vers elle. Surpris par son interruption. Pas maintenant. Ma chérie. A dit Julien.
Papa et maman sont en train de discuter. Non. C'est maintenant? A insisté Chloé, sa voix se faisant plus forte. C'est à propos de papy. Et du vase. Les mots de Chloé ont eu l'effet d'une bombe dans le silence tendu du salon. C'est à propos de papy. Et du vase. Sophie a visiblement pâli. Julien, lui, a froncé les sourcils, ne comprenant pas où sa fille voulait en venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma puce? A-t-il demandé doucement. Chloé a avancé, tenant la tablette devant elle comme un bouclier. Ses petites mains tremblaient légèrement. Ce soir-là, quand le vase s'est cassé, maman m'avait demandé de filmer la jolie table que papy avait préparée. Pour faire une surprise. C'était un demi-mensonge inventé sur le moment par l'intelligence d'une enfant qui cherchait à protéger son acte. J'étais dans le couloir. Et j'ai continué à filmer sans faire exprès. J'ai tout vu. Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle a fait un pas vers Chloé. Chérie. C'est un jeu idiot. Donne-moi cette tablette. Sa voix se voulait rassurante. Mais une note de panique y était perceptible. Mais Chloé a reculé, se réfugiant derrière son père. Non. Papa doit voir. Julien a pris la tablette des mains de sa fille. Ses doigts étaient maladroits sur l'écran tactile. Il a trouvé la galerie vidéo et a vu un fichier enregistré à la date de la dispute. Son cœur battait la chamade. Il a appuyé sur « Play ». La vidéo a commencé. Elle était un peu tremblante. Filmée à hauteur d'enfant depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. On y voyait le plan de travail. Les restes du dîner. On me voyait. Moi. De dos. En train de laver la cocotte. On voyait Sophie entrer dans le champ. Empiler des assiettes. La scène se déroulait en silence. Seulement troublée par le bruit de l'eau et de la vaisselle. Et puis, le moment est arrivé. On voyait très clairement le coude de Sophie heurter le vase. On le voyait basculer et s'écraser sur le sol. C'était limpide. Indiscutable. Julien a relevé la tête et a regardé Sophie. Son expression était un mélange de stupeur et de colère froide. Tu as menti. Sophie a bafouillé. C'est. La vidéo ne montre pas tout. C'était un accident. Continue de regarder, a dit Chloé d'une petite voix. Julien a reporté son attention sur l'écran. La vidéo continuait. On le voyait arriver dans la cuisine. On entendait la voix de Sophie. Claire comme du cristal, c'est ton père. Il l'a fait tomber. Puis ma faible protestation. Et les sanglots de Sophie. Toute la scène était là. Enregistrée. Figée pour l'éternité. La preuve irréfutable de sa manipulation. Mais ce n'était pas tout. Chloé, effrayée par les cris, avait continué de filmer en se cachant. La caméra avait ensuite capté la scène de la dispute finale. Le chaos. La confusion. Et le geste. On voyait la bousculade. Et le bras de Julien qui partait en arrière, heurtant mon visage dans un mouvement totalement accidentel. Puis la course de Sophie dans le couloir. Ses cris. La vidéo s'est arrêtée là. Le silence dans le salon était total. Julien a posé la tablette sur la table basse. Il l'a regardée comme si c'était un objet venu d'une autre planète. Il a levé les yeux vers Sophie. Il n'y avait plus de colère dans son regard. Juste un vide immense. Un dégoût infini. Comment as-tu pu? A-t-il murmuré. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Le constat d'une trahison si profonde qu'elle en était inconcevable. Tu as détruit mon père. Tu as détruit notre fille.
Tu m'as détruit. Pourquoi? Pour un peu plus d'espace? Pour une voiture neuve? Sophie ne répondait pas. Elle pleurait. Mais cette fois, c'était de vraies larmes. Des larmes de défaite. De honte. Son monde venait de s'effondrer. Elle avait tout perdu. Julien ne lui a pas accordé un regard de plus. Il s'est accroupi devant Chloé. Il l'a prise dans ses bras, la serrant si fort qu'elle a eu du mal à respirer. Pardon, ma chérie. Pardon de ne pas t'avoir cru. Pardon d'avoir été si faible. Il pleurait. Lui aussi. Des larmes d'adulte. Lourdes de remords et de regrets. On va retrouver papy, a dit Chloé. Sa voix étouffée contre l'épaule de son père. Il faut le retrouver. Oui, a répondu Julien. Oui. On va le retrouver. Je te le promets. La recherche a commencé le lendemain. Julien a pris un congé sans solde. Retrouver son père était devenu la seule chose qui comptait. Il a appelé les hôpitaux, les commissariats. Rien. Il a fait le tour des parcs que je fréquentais, des quartiers où je me promenais. Rien. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La culpabilité le rongeait. Chaque jour qui passait sans nouvelles était une torture. Il imaginait le pire. L'idée lui est venue en regardant une vieille photo de famille. Une photo prise en Provence. Devant ma maison. Il s'est souvenu de la façon dont je parlais de mon village. De la lumière. Des odeurs. Il a compris. Si j'étais allé quelque part. C'était là-bas. Un retour aux sources. Il a pris la voiture. Avec Chloé sur le siège passager. Le voyage vers le sud a été long et silencieux. À chaque kilomètre, il sentait le poids de sa faute s'alléger un peu. Remplacé par l'espoir fragile des retrouvailles. Il a retrouvé ma trace grâce au travailleur social de l'association. L'homme s'est souvenu de moi. Il a indiqué à Julien l'école où je travaillais. Quand la voiture de Julien s'est garée devant la petite école de quartier, la cloche de la fin des cours venait de sonner. La cour grouillait d'enfants et de parents. Il m'a aperçu tout de suite. J'étais assis sur un des bancs que j'avais réparé, entouré d'une poignée d'enfants qui regardaient avec fascination un petit oiseau en bois que je venais de finir de sculpter. J'avais maigri. Ma barbe était plus grise. Mais mes yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait pas vue depuis des années. J'avais l'air en paix. Papy. Le cri de Chloé a traversé la cour. J'ai levé la tête. Surpris. Je l'ai vu courir vers moi. Ses cheveux volant derrière elle. Mon cœur a fait un bond. Je me suis levée, laissant tomber mes outils. Elle s'est jetée dans mes bras. Je l'ai soulevée de terre, la serrant contre moi, respirant l'odeur de ses cheveux. C'était comme retrouver une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Puis j'ai vu Julien. Il se tenait à quelques mètres, immobile, n'osant pas approcher. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Son visage était marqué par la culpabilité. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas besoin de mots. J'ai vu dans ses yeux tout le regret, toute la honte, toute la douleur qu'il avait traversée. Il a fait un pas en avant. Puis un autre. Quand il est arrivé devant moi, il n'a rien dit. Il a simplement tendu la main et m'a montré l'écran de son téléphone. La vidéo. La preuve. Papa, sa voix s'est brisée. Pardonne-moi. Il s'est effondré à genoux devant moi. La tête baissée. Secoué de sanglots. Je l'ai regardé. Là. À mes pieds. Mon fils. Mon enfant.
brisé par le chagrin et le remords. Et j'ai su qu'il n'y avait plus de place pour la colère. Seulement pour la pitié. Et pour l'amour. J'ai posé une main sur son épaule. Lève-toi. Julien. Lève-toi. Mon fils. Il a relevé la tête. Le visage inondé de larmes. Je l'ai attiré vers moi. Et pour la première fois depuis des années, nous nous sommes pris dans les bras. Une étreinte maladroite. Fragile. Mais réelle. Chloé s'est glissée entre nous. Nous enlaçant tous les deux. Nous étions une famille. Brisée. Meurtrie. Mais une famille quand même. Le retour à Paris ne s'est pas fait. Pas tout de suite. Nous sommes restés quelques jours dans le sud. Dans un petit hôtel de mon village. Nous avons beaucoup marché. Et nous avons beaucoup parlé. Julien m'a tout raconté. La vidéo. Sa confrontation avec Sophie. Sa recherche désespérée. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Sans le juger. J'ai compris que sa punition, il se l'était infligée lui-même. Quant à l'avenir, il était incertain. Julien avait entamé une procédure de divorce. Il se battait pour la garde de Chloé. Sophie avait quitté l'appartement. Personne ne savait où elle était allée. Elle s'était effacée, emportant avec elle ses mensonges et ses ambitions déçues. Julien m'a demandé de revenir vivre avec lui. Juste toi. Chloé et moi. On recommencera à zéro. J'ai souri. Je ne crois pas. Mon fils. Ma place n'est plus à Paris. Ma vie est ici maintenant. Je lui ai montré le petit atelier qu'on m'avait prêté derrière l'école. Les commandes de petits meubles et de jouets qui commençaient à arriver. J'ai retrouvé un sens ici. Une utilité. Il a compris. Il n'a pas insisté. Nous nous sommes quittés à la gare d'Avignon. Sur le quai. Avant qu'il ne monte dans le train. Chloé m'a serré fort dans ses bras. Tu vas revenir nous voir? Papy? Bien sûr. Ma puce. Et vous viendrez me voir pendant les vacances. Je vous apprendrai à construire une cabane dans les arbres. Puis Julien s'est approché. Merci. Papa. Pour tout. Sois un bon père pour elle. Julien. Lui ai-je répondu. C'est tout ce qui compte. Je les ai regardés monter dans le train. Je suis resté sur le quai jusqu'à ce que le train disparaisse à l'horizon. Je n'étais pas triste. La blessure était encore là. Bien sûr. Une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle ne me faisait plus mal. Je suis retourné à mon village. J'ai repris mes outils. En travaillant le bois, je pensais à eux. La route serait longue pour Julien. Il devait se reconstruire, se pardonner. Il devait réapprendre à être un père. Quant à moi, j'avais trouvé ma paix. Je n'étais plus un fardeau. Une ombre dans la maison d'un autre. J'étais Alain. Un menuisier. Un grand-père. Un homme libre. Et pour la première fois depuis très longtemps, en regardant le soleil se coucher sur les collines de Provence, je me suis senti chez moi.